On parle de vivification de l'eau. C'est une technologie qui est utilisée un peu partout dans le monde et qui promet de redonner à l'eau des propriétés qu'elle aurait perdues. Son nom, c'est l'effet Grander, et c'est un sujet aussi fascinant que controversé. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Cette citation, elle vient d'un meunier autrichien et franchement, elle résume parfaitement le mystère. C'est un peu ça le point de départ de notre analyse. Une technologie qui est adoptée par plein de gens dont les utilisateurs sont souvent bien plus convaincus par les résultats qu'ils voient que par la théorie qui est derrière. Et attention, on ne parle pas de quelques cas isolés, on parle de milliers d'entreprises, que ce soit dans l'agriculture, l'hôtellerie de luxe ou même l'industrie lourde. Toutes affirment que le simple fait de traiter l'euro a tout changé. C'est une affirmation assez audacieuse et ça mérite qu'on s'y penche de plus près. Et voilà les deux questions qui sont au cœur de tout. Comment est-ce que ça fonctionne? Et surtout, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que d'un côté, on a des milliers de témoignages, et de l'autre, un certain silence du monde scientifique. C'est ce fossé qu'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Alors, c'est quoi ce concept clé de vivification? Eh bien, selon l'entreprise, l'idée c'est de parler d'un transfert d'informations. L'eau, à force d'être stressée par la pression dans les tuyaux, la pollution, elle perdrait sa structure naturelle. La vivification, ce serait une manière de lui rendre cette structure, ce qui, en retour, stabiliserait sa microbiologie et améliorerait ses propriétés. Bon, mais alors concrètement, où est-ce qu'on la retrouve, cette technologie? C'est là que ça devient vraiment intriguant. Les exemples sont partout et ils sont incroyablement variés. Commençons par les moulins. Pour un meunier, c'est simple, le temps, c'est de l'argent. Alors imaginez, réduire le temps de trempage du grain de près de 40%, c'est un gain d'efficacité qui est juste énorme. C'est d'ailleurs l'un des premiers bénéfices vraiment chiffrés rapportés par les industriels. Passons à l'agriculture. Là aussi, les bénéfices décrits sont multiples. Une meilleure croissance des cultures, évidemment, mais aussi des avantages très pratiques au quotidien, comme moins de calcaire, donc moins d'entretien sur le matériel, et une meilleure ambiance de travail, tout simplement parce que les mauvaises odeurs disparaissent. Et puis, il y a l'impact économique, qui n'est pas négligeable. Pour une entreprise comme Austrio Tabac, ça a représenté presque 40 000 € d'économie par an. Comment? Simplement en réduisant de 40% les produits chimiques dans leur système de climatisation. C'est un argument de poids, évidemment. Et ça va même jusqu'à toucher l'expérience client. Que ce soit la sensation de l'eau dans une piscine, jugée plus douce, ou même la qualité d'un café qui aurait un goût plus riche. Ces témoignages suggèrent des améliorations subtiles, mais bien réelles, qui peuvent faire toute la différence dans des secteurs aussi compétitifs. Bon, d'accord, les témoignages sont nombreux, ils sont variés, ils sont convaincants, mais ils ne répondent toujours pas à la question du comment. Et c'est là que les choses se compliquent et qu'elles deviennent, je trouve, encore plus fascinantes. Quelle science peut bien se cacher derrière toutes ces observations? On se retrouve donc face à un fossé. D'un côté, on a le langage de l'entreprise, un peu métaphorique, on parle de transfert d'informations, de restauration de la structure, et de l'autre côté, une hypothèse scientifique qui commence tout juste à émerger, et qui, elle, est basée sur la physique et la chimie, avec des termes bien plus techniques. Alors pour comprendre cette hypothèse scientifique, il faut parler d'un truc qui s'appelle les dollops. En gros, ce sont des amas de molécules minuscules, complètement invisibles à l'œil nu, et qui sont naturellement présents dans l'eau. On les considère un peu comme les précurseurs de la formation du calcaire. Alors comment ça marcherait? Eh bien, le physicien J.M.D. Coway a proposé une théorie. L'appareil Grander, qui contient un aimant, ne génère pas un champ magnétique très puissant, mais plutôt des gradients magnétiques très forts, c'est-à-dire des variations très rapides du champ sur une toute petite distance. Ces gradients, ils déstabiliseraient les protons à la surface des dollops, ce qui les ferait grossir plus vite. Et en changeant la taille et le nombre de ces nanoparticules, on changerait les propriétés physiques de l'eau elle-même. C'est une théorie super intéressante sur le papier. Mais est-ce qu'elle tient la route face aux données? Allons voir ce que disent les mesures, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Voici un exemple très concret dans un élevage de volailles au Royaume-Uni. Le graphique est assez parlant. Il montre la concentration de bactéries dans l'eau avant, et puis seulement 11 jours après l'installation de l'appareil. La réduction est drastique. Ça semble bien soutenir l'idée que l'environnement microbiologique devient plus stable. Et puis, il y a des chiffres très précis. Une étude menée par le ministère de l'Agriculture chinois a montré une augmentation du rendement des tomates de près de 12%. Mais pas seulement. Les fruits étaient aussi de bien meilleure qualité, avec beaucoup plus de sucre et de lycopène. Et là, on entre dans le labo. Une étude, évaluée par les pairs, a été menée au laboratoire Wetsus, qui est un centre d'excellence européen pour la technologie de l'eau. Elle a montré que l'eau traitée avait un effet statistiquement significatif sur la croissance de colonies bactériennes. Ce tableau ne montre qu'une partie des résultats, mais il indique bien que, dans des conditions parfaitement contrôlées, l'eau traitée ne se comporte pas de la même manière. Et là, attention, on a peut-être la preuve physique qui relie tout ça. La même étude a mesuré jusqu'à 25% de nanoparticules en plus, les fameux dollops,
dans l'eau qui avait été traitée. L'appareil semble donc bien provoquer un changement qui est mesuré physiquement. Et on boucle la boucle en revenant à l'impact économique. Une enquête indépendante menée par une organisation environnementale allemande a confirmé que la très grande majorité des entreprises interrogées, 71% pour être précis, constataient un avantage économique quantifié. Le lien entre les observations labo et les bénéfices sur le terrain semble se dessiner. Cette situation fait un peu penser à une histoire bien connue, celle de l'aspirine. On l'a utilisée pendant plus de 70 ans en sachant que ça marchait, mais bien avant de comprendre comment ça marchait. Est-ce qu'on ne saurait pas, finalement, face à une situation un peu similaire avec cette technologie de l'eau? Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'un côté, on a des décennies d'utilisation et de témoignages positifs. De l'autre, on a une explication officielle qui laisse les scientifiques un peu sur leur faim. Mais au milieu, une hypothèse bien tangible commence à émerger, celle des DOLOP, soutenue par de premières preuves scientifiques. Le débat est donc loin, très loin d'être clos. Et c'est ce qui le rend si passionnant. Finalement, tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. L'eau, c'est l'élément le plus commun sur Terre, et pourtant on découvre encore aujourd'hui qu'elle pouvait avoir des propriétés physiques bien plus complexes que ce qu'on imaginait. Quels autres mystères peuvent bien se cacher dans une simple goutte d'eau? La recherche, elle, continue,